Webcom.tv, réinventons la proximité. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Webcom TV pour cette première du MAG des territoires qui est notamment dédiée au Trophée des territoires 2021. Alors cette opération elle est montée par Kayak Communication et le groupe Delbo Presse. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé un trophée des territoires ou des trophées des territoires pour cette année 2021? Eh bien c'est tout simplement pour sortir de l'ombre tous ceux qui se bougent et qui font bouger la France. Donc c'est pour injecter finalement de la positivité dans un contexte qui est plutôt morose, que ce soit d'un point de vue économique, social ou environnemental. Alors, pour vraiment expliquer cette opération, il n'y a pas mieux que les images, donc je vous propose qu'on lance tout de suite un petit sujet pour que vous voyez de quoi il s'agit. Allez. On y va. Ben voilà, donc on voit de quoi il s'agit. Je vous propose tout de suite de nous connecter en duplex avec Jean-Philippe Delbonnel, qui est le président du groupe Delbo Presse et qui est notre partenaire sur cette opération. Allons-y pour la connexion. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Habib. Bon voilà, comment est-ce que ça se passe pour les candidatures, notamment au niveau des collectivités et des communes, puisque c'est la partie qui concerne le groupe Delbo Presse, sachant que Kayak Communication s'occupe des institutions et des entreprises. Alors, dites-nous comment est-ce que ça se présente, tout ça? Eh ben, ça se passe très bien. Et vous me permettrez, cher Habib, de prendre 5 secondes pour remercier l'ensemble de nos élus, de nos premiers magistrats, des cadres territoriaux qui ont joué le jeu, qui ont rempli les dossiers d'une manière sérieuse, d'une manière conséquente. Maintenant, charge à nous de les étudier d'une manière sérieuse avec la rigueur qui s'impose. Donc voilà, donc on a d'ores et déjà reçu des dizaines et des dizaines de dossiers. Maintenant, il faut que nous stations ensemble, de par les commissions que nous avons fixées toutes les semaines. Donc voilà, donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de pépites, j'ai envie de dire, beaucoup de projets quelque part qui font chaud au cœur et qui font plaisir à découvrir. Donc on a voilà, donc c'est avec passion, enthousiasme et gaieté que nous entamons la lecture de l'ensemble de nos dossiers. Alors vous avez parlé de pépites, Jean-Philippe, et ça tombe bien, donc je vais me permettre de présenter quelques-unes parmi nos premiers, notamment lauréats, pour ce Trophée des territoires 2021. Et donc, je reviens vers vous tout à l'heure en duplex pour se refaire une deuxième connexion. Bon, restez avec nous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, merci à Jean-Philippe. Donc, on va retrouver tout à l'heure.
Mais tout de suite, sans plus tarder, donc je vous propose de découvrir le premier lauréat que l'on va vous présenter. Donc il s'agit d'une ville que nous ne connaissions pas, mais je vous propose tout de suite de découvrir quel titre a eu cette ville. Regardez. Et oui, donc vous avez vu, Genasse. Alors pour la petite histoire, le comité ne connaissait pas cette commune qui est finalement juste à côté de Lyon. Donc comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'une commune aussi intéressante? Alors ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que Genasse a eu un trophée de la citoyenneté? Il faut savoir que M. Valero a tenu près de 160, voire plus de 160 réunions publiques. C'est-à-dire qu'au niveau de Genasse, chaque décision qui est prise par la ville, eh bien, elle est prise avec une concertation avec toute la population, avec tous les administrés. Donc ils sont impliqués dans tous les projets de la ville. Mais pour vous montrer à quoi ressemble Genasse, c'est quand même mis en image. Regardez. Monsieur Daniel Valero est proclamé maire et immédiatement installé.
Alors je vous propose de voir le mot de Monsieur le maire, Monsieur Daniel Valero. Merci beaucoup, c'est une joie vraiment extraordinaire. Un coup d'essai, un coup de maître, le trophée de la citoyenneté pour cette ville de Genasse qui n'était pas connue du groupe Delbo Presse. Donc merci à vous, merci au groupe Delbo Presse, merci pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ce sujet, mes techniciens bien sûr et les élus qui m'ont accompagné. C'est une sacrée reconnaissance pour la ville. C'est aussi la reconnaissance d'un programme original, un plan de mandat effectué de cette façon-là, je crois que, et une présentation, je crois que c'est pas commun, vous l'avez souligné. Donc merci encore pour cette reconnaissance et pour ce prix. Alors, autre trophée que je vais vous présenter, eh bien je dirais que c'est un trophée presque inattendu. Et puis c'est un trophée qui fait du bien. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Eh bien, comme vous l'avez vu, donc il s'agit de l'action humanitaire. On ne pouvait pas passer à côté d'un tel exploit. Et cet exploit, il est emporté par le docteur Bichra, qui est un pharmacien dans la région parisienne. Et donc cet homme, pendant 30 ans, fait de l'humanitaire et il a sauvé, tenez-vous bien, près de 100 000 vies en Afrique. Alors pourquoi l'Afrique? Parce qu'il côtoie notamment dans son officine bien, des migrants qu'il voit, donc qui sont malheureux, qui n'ont pas choisi d'être sous les ponts. Et il a toute une philosophie sur cette affaire-là. Eh bien, son action est très louable et vous allez voir pourquoi. Parce que ça va au-delà de l'Afrique. Regardez l'interview que nous avons eue avec le docteur Bichra. Je suis pharmacien depuis presque 30 ans maintenant en France. J'ai une pharmacie dans le 93 du département de la Seine-Saint-Denis. Entre autres, pharmacien, mais aussi directeur d'une fondation sur Genève, la fondation Filia, qui intervient dans deux axes majeurs, les enfants et les femmes, l'éducation et la santé. On a effectué énormément de missions en Afrique, parce qu'on n'agit que sur le continent africain pour le moment, et sur différents pays, le Congo, le Kenya, le Niger, le Sénégal, le Maroc. On a monté 2 centres de santé. J'ai toujours dit stratégiquement, pour la France en tous les cas, il vaut mieux agir en amont qu'en aval. Étant pharmacien, je me réfère à Pasteur, il vaut mieux le préventif que le curatif. Et ça coûte beaucoup moins cher d'aller aider les enfants en Afrique. Il leur a expliqué que ce n'est pas la peine de traverser. Essayons de leur trouver des solutions localement. Des solutions qui passent par quoi? Par l'éducation. La santé, bien sûr, mais l'éducation. Sans éducation, ces gamins n'auront rien et ils viendront ici. Au Sénégal, à Thiès, on est allé pour rénover une école totalement. Il n'y avait pas de toilettes, c'est du sable au sol, il n'y avait pas de terrain de sport, il n'y avait rien. Et en moins de 5 mois, on est intervenu et on a rechangé cette école. Il y a eu 42 toilettes, très important. L'air de rien, les toilettes, parce que les toilettes, c'est directement lié au sanitaire, donc lié à la santé. Tout ça fait que je suis très, très heureux aujourd'hui d'avoir pu accomplir cette mission de changer cette école, dont l'ambition d'ailleurs serait de le faire dans plusieurs pays africains. L'avantage aussi dans cette école, c'est qu'on a installé une médiathèque avec plus de 30 ordinateurs. Et pour la première fois, ces enfants vont avoir accès à un ordinateur. Ça peut paraître dingue quand on est en Europe, mais pour eux, aussi bien l'accès à Internet que l'accès à un ordinateur était impensable. Vous savez, je reviens toujours avec ce que je dis d'ailleurs, toujours dans mes interviews. Pour un enfant ici, avoir un stylo, c'est banal. Un stylo pour un enfant africain, ça peut lui sauver sa vie. Ça peut lui changer sa vie. Ma mission, c'est vraiment de pouvoir changer, d'impacter de manière très significative la vie de ces enfants. Évidemment, il y a des histoires qui reviennent. Une, par exemple, c'est Myriam, au Sénégal. J'étais dans une mission d'opération chirurgicale. Et on m'a parlé d'une jeune fille qui s'appelle Myriam. Je suis allé la voir dans le service et je voyais une dame, une jeune dame, avec une énorme tumeur sur la tête, avec une odeur nauséabonde, il faut le dire. Et on m'a dit que cette dame, voilà, on ne sait pas comment faire. Immédiatement, j'ai pris la décision d'appeler le meilleur neurochirurgien, il n'y en avait qu'un d'ailleurs, à Dakar. Et le temps est passé. Un jour, 4 ans ou 5 ans après, je suis au Sénégal, dans ce même hôpital, à faire une action humanitaire. Et on me dit, il y a une jeune femme qui veut vous parler, Monsieur Bichra. J'ai qui au Sénégal? Si, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Et là, je vois arriver cette dame, une jolie dame, très épanouie, avec un grand sourire, avec un monsieur. Elle se présente, et là, je reconnais Mariama.
et elle me dit voilà qui je suis et comment sa vie a changé. Elle est passée une jeune femme bannie de son village, vu la tumeur, vu les fantasmes, en pensant que c'est de la sorcellerie ou pas. Et donc, c'est incroyable de voir cette femme avec un grand sourire qui a eu des enfants, bon, un mari, des enfants, un travail. Et ça, c'est très impactant. Ça, on sent que, vous savez, on dit si on a changé une seule vie, ça me suffit largement. Hein. Donc, pour moi, c'est une satisfaction très humble. Ce n'est pas que j'ai changé la vie de quelqu'un. C'est notre action a permis de changer la trajectoire de quelqu'un. Ça, c'est triste comme histoire. C'était au Niger, à Dougondouchi, à 300 km de Niamey, et dans une zone assez difficile. Et on est allé faire des opérations aussi pour détection du cancer de l'utérus et du sein. Et d'un coup, quelqu'un vient me taper aux épaules. Je vais avec lui, je vois une dame qui souffrait énormément de sa poitrine. Et donc, j'ai appelé le médecin en urgence. On l'a soignée tous en mettant simplement, en lui donnant des antalgiques pour la douleur, et en mettant des poches de glace sur sa poitrine. 1 heure après, le même papa, donc c'était le papa de cette fille, il dit venez me voir. Et il me présente 2 bébés prématurés. Et on me dit, il veut vous les offrir. Il vous les offre en cadeau pour avoir soigné sa fille. Moi, j'étais interloqué, choqué positivement de voir cette générosité au point d'offrir ces 2 enfants à adopter. Mais je lui ai promis que si on pouvait les adopter, on le fera. Et donc, j'ai appelé un avocat sur Genève, qui est un ami sur Genève, et je lui ai expliqué la situation. Immédiatement, il m'a dit, je vois avec mon épouse. 1 semaine après, il m'appelle, il me dit, c'était un samedi, je m'en souviens. Il me dit, Zouher, c'est OK, avec mon épouse, on est prêt à les prendre en charge, à les parrainer dans un premier temps et peut-être les adopter. 1 heure après, on m'appelle du Niger, malheureusement, et on me dit que les 2 jeunes filles sont décédées, les 2 bébés sont décédés. Vous imaginez le choc. En même temps, ça nous ramène à une certaine humilité. On ne peut pas sauver tout le monde. On essaye de faire, et malheureusement, c'est une réalité. 2 bébés qui meurent juste parce qu'elles ont été malnutries, pas parce qu'elles sont tombées malades. Et ça, c'est difficile à supporter. Et c'est ça qui est mon moteur aujourd'hui, de dire on peut changer la vie de quelqu'un. On peut. Avec beaucoup d'humilité. Ça fait plus de 30 ans maintenant, si je reviens jusqu'à mes études. Je n'ai jamais compté combien de gens on a impacté, mais on a fait énormément de missions. On ne doit pas être loin des 80 000, 100 000 vies sur lesquelles on a agi. Et ce qui fait que c'est toujours un moteur. Et vous imaginez bien que 100 000, mais ce n'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas grand-chose. On voudrait changer tellement de vies en Afrique. Si demain, je devais fermer les yeux et partir, je dirais, OK, j'ai essayé de faire de mon mieux. C'est ça le plus important. Mais ma mission, j'espère qu'elle n'est pas finie. J'ai une ambition très folle pour l'Afrique. J'ai encore d'autres projets encore beaucoup plus ambitieux qui demandent évidemment énormément de participation collective, d'équipe. Et je pense qu'il y a encore un océan d'action à faire. Donc, je pense que nous avons de la chance de vivre en France. On a un système sanitaire, un système d'éducation. On peut le critiquer, nous on critique beaucoup en France. Mais quand vous revenez de l'Afrique, on est vraiment béni. Si je dois conclure par une chose, le partage. Vous ne sauvez qu'une vie, c'est déjà excellent. Et ce n'est pas difficile de sauver une vie. Vous vous promenez dans 93, vous vous promenez à Port-de-la-Chapelle, Port-d'Aubervilliers, qui sont donc le périphérique parisien. Vous voyez énormément de réfugiés qui viennent d'Érythrée à pied, qui viennent de Somalie, qui viennent du Kenya. Ils se sont sauvés pour une misère économique et non pas pour le plaisir de venir en France. Quel plaisir de vivre sur les ponts et avec ses enfants, de traverser la Méditerranée, de mourir dans la Méditerranée, dans des zodiacs qui tiennent à peine la route. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Donc ce côté humanitaire, on peut aussi l'appliquer juste à côté de chez nous. En tout cas, là où je suis, à Pierrefitte-sur-Seine, dans la Seine-Saint-Denis, il y a vraiment énormément de partage. Pour reprendre l'abbé Pierre, un homme que j'aime beaucoup, qui a été un exemple pour l'hiver 54, quand il faisait très très froid à cette époque en France. Il avait une phrase, il disait que le contraire de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, le contraire de la pauvreté, c'est le partage. Donc essayons de partager quand on est à la chance et qu'on est béni d'être né ou de vivre dans ce pays qu'est la France et de ce continent qu'est l'Europe. Alors merci donc au docteur Bichra de nous avoir accordé cet entretien et on le félicite encore pour ce trophée de l'action humanitaire. Alors maintenant je vous propose un autre trophée, on revient à nos collectivités et on va découvrir encore une autre ville qui a reçu le trophée de la solidarité. Regardez de qui il s'agit.
Alors, vous venez de voir donc le trophée de la solidarité pour le Pont de Claix. Alors, pourquoi le Pont de Claix? Il faut savoir que Pont de Claix, c'est une commune qui a un passé industriel très lourd et qu'il y a énormément de population modeste. Et c'est pour ça que le maire, M. Ferrari, a donné de l'importance à toutes les actions de solidarité, notamment lors des phases de confinement. Alors, il y a énormément d'actions qui sont faites à la fois pour les jeunes, pour les aînés, mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Et ça, vous pouvez le découvrir notamment en détail dans le prochain magazine des territoires. Et bien maintenant, nous allons découvrir un autre trophée, mais alors avec une histoire extraordinaire. Regardez. Alors, AS Transport JLF, ça c'est une très belle histoire. Il faut savoir qu'il s'agit de camarades de collège qui se sont retrouvés 40 ans plus tard. Ils ont découvert qu'ils faisaient le même métier, ils se sont associés. Eh bien, depuis 4 ans, chaque année, ils multiplient leur chiffre d'affaires par 2. Alors, ce qui nous a intéressé dans le cadre des trophées des territoires, ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires, quoique ils font bouger l'économie, c'est une bonne chose, mais c'est surtout la création d'emplois qui est derrière. Ils sont dans le métier du transport, la logistique. Il y a non seulement des salariés, des familles qui vivent avec cette entreprise qui n'arrête pas de progresser, mais il y a également tous ces artisans et ces sous-traitants qui vivent avec ça. Regardez le reportage sur cette entreprise hors du commun. Moi, j'ai rencontré M. Chouala au collège dans les années 77 à 81. Et ensuite, on s'est retrouvés 30 ans après pour s'associer dans le même métier que nous avions choisi au départ. Nous étions donc une trentaine de salariés. Aujourd'hui, nous sommes une centaine de salariés avec 3 associés. Sébastien Laurent qui s'occupe de la partie commerciale, M. Chouala qui s'occupe de tout ce qui est gestion et moi-même qui m'occupe de tout ce qui est développement et l'organisation interne de la société. Sur exactement 4 ans. On est donc passé de 3,2 millions d'euros à 12,7 millions d'euros. On venait juste de mettre en œuvre notre salle logistique, ça veut dire notre entrepôt qui venait d'ouvrir ses portes le 9 mars, le lundi 9 mars de 2020. Et nous, on n'avait que 30 palettes. Et le 10 mars, nous avons eu un client qui est venu pour qu'il nous stocke une centaine de palettes. Donc nous, on a dit oui. Et avec la crise du Covid, ces 100 palettes sont devenues à 5000 palettes. Donc carrément sur un entrepôt plein. Chacun est maître de son poste et aujourd'hui c'est ce qui donne la force à cette entreprise. Et cette entente est parfaite, donc c'est une très très belle alliance. Si un des 3 va mal, l'entreprise s'en ressent. Si vous n'avez pas un financier hors pair, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le soutien de vos banques, vous n'y arrivez pas auprès de vos fournisseurs, vous n'y arrivez pas non plus auprès de vos clients, donc ça c'est très important. La partie commerciale, ça porte bien son nom, hein. Si on n'a pas de client en face et si on n'a pas un très bon commercial qui sait garder ses clients, ça ne va pas non plus. Et puis la partie exploitation, qui là, c'est toute la gestion de l'entreprise en elle-même. Et il n'y a pas qu'un secret, mais il y a des secrets en fait. Donc la base, là c'est l'homme. Ça veut dire il faut qu'entre tous ceux qui sont ici présents, il faut qu'il y ait des liens. Mais il faut qu'il y ait des liens, ce qu'on appelle des liens de confiance, et puis que tout le monde ait exactement à sa tâche en tant que professionnel. C'est-à-dire que chaque personne, il a sa tâche, mais qu'il a aussi sa responsabilité. On se rencontre une fois par semaine pour faire le point de ce qui n'a été, de ce qui n'a pas été, et de ce qu'on peut améliorer surtout.
Pour la géolocalisation, par exemple, si je prends l'un de mes conducteurs, aujourd'hui, je peux voir à la minute près où est-ce qu'il se trouve. Je vois ses déplacements, je vois la conduite, je vois le travail, c'est-à-dire si le camion s'arrête, je vois s'il est en coupure. Enfin voilà, si demain aussi il arrive un peu pas au chauffeur, je peux me rendre compte de ce qui lui est arrivé. Alors, la réussite de notre entreprise est surtout due au management, au fait que nous avons une organisation très stricte, mais avec une certaine convivialité. Eh bien, je vous propose de faire un petit intermède en allant voir notre ami Jean-Philippe Delbonnel. Donc, j'espère qu'il est toujours là avec nous. Eh bien, allons-y, connectons-nous en duplex avec Orléans. Alors, Jean-Philippe, nous voilà de retour en duplex. Alors, je rappelle quand même à tout le monde que Delbo Press est situé à Olivet, donc c'est du côté d'Orléans, et que le plateau télé de l'agence Kayak est à Lille. Donc, on ne pouvait pas être ensemble directement, mais on est toujours ensemble puisque Webcom TV réinvente la proximité, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est l'accroche de Webcom TV. Alors, j'aimerais que vous nous parliez des magazines. Donc, on a le Mag des Territoires qui est très connu par les collectivités. On en est où avec nos lauréats et avec les couvertures des magazines? Alors là, concrètement, je vais vous en présenter quelques-uns, je vais vous les montrer. On en a d'ores et déjà édité une petite dizaine, je ne vais pas tous vous les montrer, mais au moins quelques-uns. Ça, c'est une fondation, donc c'est le docteur Zouher Bichra, à découvrir dès maintenant sur les kiosques du groupe Delbo Press. On a AS Transport, c'est une entreprise JLF qui font également la une de l'un de nos magazines. Bravo à eux, ils ont un parcours et une réussite absolument extraordinaire. On a également un maire, Daniel Valero, maire de la belle ville de Genasse. Donc autant de pépites que de belles découvertes que nous avons au quotidien. Et en ce moment même, c'est pour ça que je vous en ai présenté quelques-uns, mais on a 40 000 magazines qui sont d'ores et déjà sous presse, c'est-à-dire en impression de différents types, de différentes collectivités que nous présenterons lors de nos prochaines vidéos. Alors j'ai eu peur, Jean-Philippe, parce qu'en fait, j'ai pas dévoilé tous les premiers lauréats, mais ça tombe bien, vous avez présenté ceux qu'on vient de passer à l'instant. J'ai eu peur que vous vendiez la mèche pour tous ceux que je vais présenter par la suite. Donc je vais vous dire à tout à l'heure, donc je vais vous recontacter, on va rester connectés, mais on va échanger encore tout à l'heure. Je vais passer encore quelques pépites, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Jean-Philippe, qu'on retrouvera en fin d'émission. Donc je vous propose encore de découvrir un autre lauréat. Alors, je ne vais pas vous dire... alors, je vais vous dire juste la ville. Allez, Serqueux. Regardez ce qui se passe pour Serqueux. L'histoire de Serqueux est extraordinaire, donc pour les trophées des territoires 2021. Pourquoi? Parce que M. Thomas Herman, qui est le maire de Serqueux, a osé envoyer, je dis osé envoyer donc une candidature, sachant que cette commune ne compte qu'un peu plus de 1000 habitants. Eh bien, c'est dire le courage, c'est dire la dynamique de ce maire qui travaille pour 2 générations, et vous allez comprendre pourquoi, à la fois pour les tout petits jeunes et puis aussi pour les aînés, pour qui il fait énormément d'actions. Alors, regardez l'entretien que nous avons eu avec M. Herman et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu cette distinction. Bonjour M. Herman, eh bien merci d'être avec nous. Et tout d'abord, donc, je vous félicite pour le trophée des territoires 2021 que vous avez eu. Donc vous êtes le maire de Serqueux et tout d'abord je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune? Bonjour, en premier lieu je vous remercie de votre invitation et de l'accueil. Serqueux, c'est une commune d'un peu plus de 1000 habitants située en Seine-Maritime.
au nord du département, à une quarantaine de kilomètres de Rouen et de Dieppe. Marqué par le ferroviaire, puisque est un nœud ferroviaire pour aller vers Amiens, pour aller vers Rouen et pour aller vers Gisors-Paris. Et on a une histoire, du coup, empreinte de ce nœud ferroviaire, notamment avec l'histoire de la France et de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une commune qui est très marquée par l'histoire, si je comprends bien. Donc il y a peut-être des gens qui ont connu la guerre chez vous? Oui, des gens ont connu la guerre. On a eu 37 bombardements au total sur la commune. Ah oui. L'église a été détruite, une partie de la gare a été détruite. Donc oui, marqué par cette histoire. Alors juste avant d'en parler justement par rapport à ce qui vous distingue par rapport au reste de la France, comment est-ce que vous avez ressenti déjà cette distinction? Alors je rappelle quand même, vous avez eu le trophée de l'action intergénérationnelle. Comment est-ce que vous avez ressenti cette distinction? Je ressens à la fois comme une fierté des actions menées, mais je prends surtout comme une distinction par rapport au travail de l'ensemble de l'équipe. Puisque voilà, avec l'humilité qui se doit, ça doit être aussi, je pense, une fierté pour l'ensemble des sarcophagiennes et des sarcophagiens qui contribuent à l'intergénérationnel et à faire bouger Serqueux pour son avenir. Alors quelles sont les actions menées qui vous ont permis justement donc d'avoir cette distinction de l'action intergénérationnelle? Beaucoup des politiques de Serqueux étaient menées déjà vers les seniors. Et je me souviens que durant mon mandat de premier adjoint, on me disait, lorsque je disais qu'on n'était pas assez axé vers les jeunes, on me disait n'oubliez pas les anciens. Et donc c'est pour cela aussi que il y a ces deux pendants dans nos actions. Pour les seniors, je pense que c'est notamment la crise du Covid-19 qui a accéléré nos actions. On a voulu maintenir le lien avec l'ensemble de nos populations et surtout des personnes vulnérables, donc notamment par la multiplication des bulletins municipaux, parce que même si notre communication peut être sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier les bulletins municipaux pour les aînés, aussi les appels téléphoniques hebdomadaires. Pour nos aînés, on l'a fait pour le Covid-19, mais on l'a également réitéré lors de la période hivernale et du plan grand froid. Et puis la collaboration avec les commerçants pour mettre en place des drives et aller voir les seniors, notamment à la place du repas des aînés et puis aussi en période festive à la place du colis. Notre souci est de protéger nos aînés, améliorer le cadre de vie. Et puis, de l'autre côté, pour la jeunesse, on a véritablement opéré un virage envers les jeunes depuis notre arrivée l'année dernière. C'est le City Stade, c'est le parc de jeux pour la famille, le Noël à l'école qui est revenu, les actions sur la citoyenneté, tant la que les actions sur la citoyenneté avec l'accueil de loisirs, le soutien du club de foot local, notamment ces dernières semaines avec le tournoi à distance, et puis surtout l'accueil de loisirs qui se fait également à distance en cette période compliquée et véritablement un centre à distance qui va ouvrir lundi avec des fiches d'activités disponibles pour les enfants, des animations vidéo filmées, des kits pour que les enfants fassent les activités chez eux. Donc voilà, des actions menées aussi vers les jeunes. Mais l'intergénérationnel, à mon sens, c'est de mêler ces deux générations. Et c'est pour ça que j'ai souhaité accroître les moments de rencontre entre ces générations. On a encouragé avec mes services ces rencontres via une dictée intergénérationnelle l'année dernière, une rencontre entre les seniors et les enfants lors de l'accueil de loisirs. Et on va perdurer cela avec des projets tels que une exposition, une conférence avec les anciens combattants permettant justement lié à l'histoire de la commune de partager ce que les anciens combattants ont vécu aux enfants. En fait, vous avez anticipé sur les questions que j'allais poser. Ce sont toutes les actions justement qui vous permettent de mettre le lien entre des jeunes, voire des enfants, donc avec des seniors. Donc, juste pour une précision, pourquoi avoir choisi d'intensifier vos actions envers
ces deux générations, les enfants d'un côté, parce que bon, on parle des enfants de bas âge aussi, et les seniors, qui sont vraiment donc porteurs de l'histoire de votre commune. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? C'est aussi mes propres convictions. La jeunesse, pour moi, c'est l'avenir. Donc, de plus global, c'est l'avenir du pays, mais à Serqueux, l'avenir de Serqueux. Et les seniors, ce sont notre expérience. Donc, pour moi, il faut protéger les deux, hein, la jeunesse et les aînés. Donc, par cela, améliorer le cadre de vie, leur confort de vie, les liens entre tout le monde. Et pour Serqueux, je dirais même que c'est plus global. Parce qu'elles permettent d'œuvrer pour l'ensemble de la population. Notre objectif est que les habitants se sentent bien à Serqueux, qu'il y fait bon vivre. Et d'ailleurs, comme je l'avais annoncé lors des élections précédentes, que les habitants s'arrêtent à Serqueux et en cela améliorer l'attractivité. Mais améliorer l'attractivité passe par plein de choses, mais aussi par les actions intergénérationnelles. Eh bien, écoutez, déjà, moi, je trouve qu'on ne pouvait pas trouver meilleur maire pour conduire ce type d'action parce que vous êtes entre les deux générations, d'après ce que je vois justement. Et donc, et ça me paraît très cohérent que vous fassiez cette jonction. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Et je vous félicite encore. Donc, au nom des Trophées des Territoires 2021, donc qui sont organisés avec le groupe Delbo Presse. Je vous félicite pour cette distinction. Je vous donne également rendez-vous. N'oubliez pas que, bon, j'espère que le contexte le permettra, mais qu'il y aura une remise de trophée officielle au Sénat en mois de juin. Voilà, donc nous aurons encore l'occasion certainement d'échanger sur Serqueux et sur le sujet. Merci encore, monsieur le maire. Merci à vous. Hein. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Alors, merci encore à M. Hermand donc, de nous avoir accordé cet entretien. Et bien maintenant, je vous propose encore un autre trophée. On revient dans le secteur privé et je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Oblique Architects, un cabinet qui fait la différence. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour cela, je vous propose d'accueillir sur notre plateau Pascaline Mianet. Et bien voilà, sur le plateau avec moi, donc Pascaline Mianet, qui est la fondatrice d'Oblique Architects. Bonjour Madame Mianet. Bonjour. Eh bien, d'abord, félicitations pour votre distinction. Et je dois vous dire que pour l'instant, vous êtes le seul cabinet d'architecture qui est distingué dans le cadre des Trophées des Territoires sur toute la France. Alors je dis pour l'instant parce que les candidatures tournent jusqu'au 30 avril. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de vous distinguer ? Je dois vous dire que le comité a été très impressionné par votre dossier. Bon, il y a des termes qu'on n'a pas complètement compris, mais en tout cas, on a senti que c'était très bien poussé en termes d'architecture. Vous proposez des choses qui sont très originales et on va en dire deux mots. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Oblique Architects ? Oui, bien sûr. Donc, Oblique Architects, c'est une agence que j'ai ouverte il y a 10 ans maintenant, après une dizaine d'années d'expériences diverses et variées, et en particulier à l'international. Expérience internationale qui m'a nourrie finalement et qui me guide tous les jours dans notre pratique à l'agence. Alors j'ai vu donc c'est Afrique du Sud, on voit les Pays-Bas, donc vous avez un passage dans pas mal de pays européens, donc ça vous a inspiré sur la partie développement durable, recyclage. Tout à fait. Donc pendant ces expériences internationales, j'ai pu manipuler et construire avec les matériaux naturels. On a aussi fait des choses avec des matériaux recyclés. J'ai rencontré finalement des gens qui nous montraient la voie et qui montraient que c'était possible d'aller plus loin et de penser durable. Il y a 20 ans, ce n'était pas encore exactement dans l'air du temps. Maintenant, on y est pleinement et nous, on pratique toujours de la sorte à l'agence. Alors cet état d'esprit vous a permis
d'être certifié bâtiment passif. Qu'est-ce que c'est? Alors oui. Certificateur concepteur européen bâtiment passif, c'est finalement l'aboutissement de la recherche et puis de notre engagement dans le développement durable. C'est la construction en fait de bâtiments qui sont sans radiateur, sans source d'énergie à l'intérieur pour se chauffer. C'est génial ça, donc si je vous commande une maison, j'aurai pas de facture en fait lourde d'électricité. Exactement, c'est exactement ça. Alors est-ce que c'est la même lignée que vous avez aujourd'hui, développement durable dans l'architecture, le bâtiment? Évidemment, fondamentalement, mais pas seulement. On est aussi sur une architecture qui essaye d'aller plus loin, une architecture prospective, une architecture agile. On essaye de penser au futur. Qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans? Comment est-ce qu'on peut concrètement illustrer ça? Parce qu'on a vu pas mal de mots techniques dans votre dossier. Ça s'illustre par quoi? Techniquement, on est sur les sujets notamment d'énergie sprong, rénovation massive de logements. Alors, énergie sprong, là, effectivement, c'est un terme que je n'ai pas osé dire parce que j'ai peur de mal le dire parce que c'est un terme anglophone. Si j'ai bien compris, en fait, ce sont des façades qu'on vient coller à plein de maisons et qui deviennent tout de suite, qui sont préfabriquées. Et ces maisons sont protégées. Donc, il y a une économie d'énergie qui est générée derrière. C'est ça. Et c'est le but. Donc, on vient positionner des façades qui sont structurelles, qui nous permettent de positionner une toiture. Tout ça, évidemment, très bien isolé. On met aussi de l'isolation au niveau des fondations. Et donc, on obtient une maison qui est isolée parfaitement en toute continuité, donc fondation, mur et toiture. Alors, ça permet de rénover plus rapidement aussi. J'imagine qu'il y a une question d'économie à la fois d'énergie et de coût, de fabrication. De coût et de bien-être, c'est-à-dire que les gens peuvent rester à l'intérieur des maisons. Ça, c'est très important. Alors, on a vu aussi un terme, c'est l'architecture biophile. Alors, bien évidemment, avec le confinement, on a vu que les gens s'intéressent beaucoup à l'agriculture, donc on voit des potagers fleurir partout. C'est quoi votre concept? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept d'architecture biophile? C'est réconcilier les utilisateurs, les habitants avec l'environnement naturel. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des interactions, de remettre en avant les interactions entre un intérieur et la nature. En plus, on se rend compte, quelque part, vous expliquez que ça joue sur la psychologie des gens, le bien-être. Ah oui, tout à fait. Dans un environnement hostile, les gens sont moins productifs que dans un environnement ouvert, et donc ouvert sur l'extérieur, avec l'apport de lumière du jour, l'apport naturel. Ça, c'est quelque chose sur lequel on fait, nous, très attention, c'est-à-dire qu'on fait des études d'ensoleillement depuis très longtemps. Depuis 10 ans, je fais des études d'ensoleillement pour tous les projets. D'accord. Alors, on a vu passer un terme, l'impression 4D. C'est quoi ça? Alors, l'impression 4D, c'est en fait une impression 3D avec un changement de forme dans un temps ultérieur. C'est ça le 4e D, la 4e dimension. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose qui va se modifier selon un stimuli. Mais on joue sur quoi? Sur les matériaux? C'est ça. C'est en fait dans les matériaux, on ajoute des corps qui peuvent répondre à un stimuli. Et ces stimuli peuvent être une sollicitation extérieure, donc la chaleur, le vent, la pression, l'humidité. Et ça permet en fait d'avoir des formes qui ne sont pas figées. C'est génial ça, parce que c'est-à-dire que si je commande demain une maison ou un bâti à Oblique Architecte, j'aurai des murs qui vont réagir en fonction de la température extérieure, en fonction du climat. Voilà, pourquoi pas, on espère. Disons que aujourd'hui, effectivement, on construit des choses qui sont figées dans le temps, avec cette impression 4D. Pourquoi pas imaginer une maison qui va réagir à tous les stimuli extérieurs, mais sans ajouter de technique, c'est-à-dire qu'on est bien sur quelque chose de mécanique, de fonctionnel. On n'est pas dépendant de l'énergie pour mettre en route une mécanique pour modifier la maison. Alors, ça fait pas mal de sujets de recherche, de développement. Vous êtes un cabinet, je crois, de 4 architectes. Comment vous faites pour trouver le temps pour mener toutes ces réflexions? Alors ça, c'est effectivement pas évident. On a une discipline, et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on se regroupe tous les mois, on mange ensemble pour évoquer, et chacun amène un sujet. Donc par exemple, sur l'année, on balaye à peu près une 50aine de sujets. J'ai vu, ça a un nom, ces réunions-là. Ah oui. Ça s'appelle comment déjà? Alors il y a 2 noms, Midi Mixte
puisqu'on mange en même temps qu'on discute, ou Mind Mix, c'est notre petite récréation intellectuelle. Alors j'ai vu que vous ne vous arrêtez pas juste à une réflexion interne, vous travaillez parfois avec d'autres architectes sur des projets qui sont peut-être plus volumineux, sur de l'urbanisme. En fait, on essaye de s'ouvrir, toujours dans un état d'esprit de faire avancer les choses. On s'ouvre à d'autres pour, pourquoi pas, avancer plus loin, plus vite, plus fort. Par exemple, aujourd'hui, on est sur un sujet de recyclage de matériaux avec une autre agence. Voilà, tout à fait. Comment est-ce que vous avez ressenti cette distinction quand vous l'avez su avec votre équipe? Bah écoutez, dans notre quotidien très chargé, ça a été un temps d'arrêt, ça nous a fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, on est très fiers de cette distinction et on espère que nos idées vont pouvoir être poussées en avant. Merci Madame Mianet pour cet entretien et bravo encore. On aura l'occasion certainement de se revoir, notamment lors de la remise des trophées. Merci à vous. Alors, on ne va pas présenter tous les lauréats parce qu'il y a encore des dossiers qui sont en cours d'étude. Vous savez tous qu'il y a encore des candidatures jusqu'au 30 avril. Et donc, on est à quelques jours, bien évidemment, de la clôture des candidatures. Mais on va vous passer un dernier profil de lauréat. Et là, il s'agit d'une communauté d'agglomération. Regardez. Val de Fensch avec ArcelorMittal France. C'est ce qu'on appelle le duo gagnant. Donc, ils ont eu la distinction pour le trophée de la digitalisation et du numérique. Alors, je vous avoue que nous avons hésité pour le trophée de l'innovation, parce qu'on n'est pas très loin. Alors, d'abord, le très haut débit pour tout le territoire, et ensuite, pour énormément de projets en gestation sur l'accélération digitale dans cette région. Alors, c'est une affaire à suivre dans le magazine. Sans plus tarder, donc je vous propose maintenant de revenir en duplex avec Jean-Philippe Delbonnel. Jean-Philippe, est-ce qu'il est là? Alors, Jean-Philippe, vous avez suivi avec nous donc, ces premiers lauréats. Donc, on en aura d'autres, bien évidemment, dans le prochain MAG TV que l'on va présenter certainement au mois de mai. Dites-nous un petit peu... comment ça va se passer pour la remise des trophées? Une cérémonie d'exception, cher Habib, qui va attendre nos lauréats. Donc, nous confirmons et nous maintenons la date du 25 juin prochain au Sénat, donc au Palais du Luxembourg, la Chambre des territoires de France, avec donc... Nous sommes en train d'avancer pour organiser et constituer une cérémonie digitale. Vous le savez, le contexte sanitaire ne nous permettra pas, je le pense, d'organiser avec voilà, l'ensemble de nos lauréats, donc à savoir 300, 400, 500 personnes. Ça risque d'être néanmoins compliqué, en tout cas d'un point de vue présentiel. Néanmoins, nous avons d'ores et déjà travaillé avec les équipes Kayak Communication, Webcom.tv et la société de production Eglouprod pour voilà, de faire en sorte comme si nous étions tous ensemble au Sénat pour partager ces bonnes nouvelles et cette cérémonie de récompense. Eh bien, ça nous fait encore un nouveau challenge pour Webcom TV parce que vous savez que Webcom TV a été conçue, créée, produite par Kayak Communication et la société Eglouprod, notamment pour répondre à ce type d'aléas et se dire on ne peut pas faire un événement en physique, on va le faire en digital, c'est-à-dire à la fois physique et digital. Eh bien, on va mobiliser toutes les équipes pour être les plus créatifs et faire une très, très belle cérémonie au mois de juin. Donc, merci Jean-Philippe. Peut-être un mot de la fin? Un petit mot de la fin aussi, je l'ai déjà dit, mais remercier l'ensemble de celles et ceux voilà, qui ont travaillé d'une manière très dure, d'une manière très active sur nos dossiers. Je me permettrai également de remercier le Sénat avec son président, Gérard Larcher, pour la confiance qu'il nous accorde et le fait qu'il puisse soutenir ce projet. Merci beaucoup. Jean-Philippe, à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Eh bien, vous avez donc le mot de la fin de Jean-Philippe Delbonnel. Donc, il faudrait que je vous donne peut-être le mien. On ne va pas vous présenter plus de lauréats parce qu'on a un timing à tenir pour notre émission MAG. Par contre, j'ai un petit scoop pour vous.
Eh bien, on va vous présenter le site officiel trophéedesterritoires.com. Regardez de quoi il s'agit. Alors, comme vous le voyez, donc c'est un site où on va avoir un slider avec tous les lauréats qui vont défiler. On peut descendre et scroller. Il y a une présentation rapide. On revoit encore une présentation des lauréats tout en bas. Les derniers magazines qui sont sortis, donc qui parlent notamment des lauréats, parce que chaque lauréat, vous le savez, il va faire la couverture d'un magazine. On peut aller sur le book, on peut cliquer sur un lauréat et on tombe sur une fiche de présentation qui est beaucoup plus élaborée, plus développée. Donc là, on voit celle de M. Daniel Valero, qui est le maire de Genasse. Et puis, bien évidemment, il y a tout le détail. Qu'est-ce qui explique sa distinction? On peut aussi aller voir les lauréats donc, dans la barre de navigation. On peut aller voir la présentation des trophées. En quoi est-ce que cela consiste? Un agenda qui va vous expliquer qu'il y a une cérémonie qui vous attend tous le 25 juin 2021 pour la remise des trophées. Dans l'onglet médias, vous allez trouver toutes les vidéos qui expliquent le pourquoi du comment de l'opération. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent encore candidater, c'est possible. Vous avez un onglet où vous pouvez télécharger tous les dossiers de candidature. Encore le point contact et voilà. Alors, vous l'avez compris, le site trophéedesterritoires.com est fait pour répertorier tous les lauréats des Trophées des Territoires 2021. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce site va être nourri au fur et à mesure de la distinction de nos institutions, entreprises, collectivités. Vous pouvez encore candidater jusqu'au 30 avril, mais attention, il ne vous reste plus qu'une dizaine de jours. Et pour cela, donc, vous avez à la fois le site trophéedesterritoires.com pour lequel je vous invite donc, effectivement d'abord à visiter, mais pour télécharger vos dossiers. Mais vous pouvez aussi le faire sur delbopresse.com. Alors, notre prochain rendez-vous, ça va être le mois de mai pour vous présenter d'autres lauréats sur ce même plateau webcom.tv. Donc, vous avez vu quelques-uns pour l'instant. Il y en aura beaucoup d'autres, peut-être quelques-uns parmi vous, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Webcom.tv, réinventons la proximité.